Bon, rebonsoir à tous. J'ai déjà fait une petite présentation tout à l'heure avant la masterclass de Nathalie, donc je ne vais pas recommencer. Simplement peut-être rappeler que la défense et la promotion des droits des femmes et de l'égalité homme-femme est une priorité de la diplomatie française, qui est donc naturel que l'Institut français de Grèce, qui est un élément de la diplomatie française, participe activement à cette journée, dont j'ai rappelé le titre exact tout à l'heure, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est-à-dire que nous ne considérons pas que ce doit être une journée lénifiante, destinée à nous apaiser. Ce n'est pas une sorte de fête des mères pour les garçons qui seraient devenus adultes. Il ne s'agit pas de dire « femme, je vous aime » comme quand il disait quand il petit garçon « maman, je t'aime ». C'est une journée militante, une journée de lutte, où doivent être évoquées sans complaisance les atteintes à la liberté des femmes et à l'égalité des femmes avec les hommes. Les sujets ne manquent pas, et je me limite aux pays que nous connaissons le plus, c'est-à-dire les pays européens, les pays occidentaux, les violences contre les femmes et les féminicides, qui, je crois, les statistiques le montrent, ont augmenté de manière importante partout en Europe depuis 2020. C'est un sujet qu'on traitera à une autre occasion cette année. Dans certains États, le droit qui avait été conquis par les femmes, souvent difficilement, pour la maîtrise de la fécondité et l'interruption volontaire de grossesse a été remis en cause, en Europe, aux États-Unis. Dans beaucoup de pays, des femmes continuent d'être mal, voire très mal représentées dans les lieux de pouvoir, les partis, les assemblées, les conseils d'administration. Et sujet dont j'entends parler depuis que je suis né, c'est-à-dire un certain temps, les inégalités de salaire restent importantes entre hommes et femmes. Nous avons décidé aujourd'hui, donc ce sont des sujets importants, mais nous avons décidé aujourd'hui d'aborder la question de l'égalité sous un autre angle, par l'étude de la façon dont nos sociétés considèrent le corps des femmes. Le sujet n'est pas nouveau. La lutte pour la maîtrise de la fécondité et pour l'interruption volontaire de grossesse était déjà une manière majeure pour laquelle les femmes se battaient pour se réapproprier leur corps. Ce qui est peut-être plus récent, c'est le travail d'analyse, de déconstruction de pratiques, d'habitudes, de préjugés anciens qui sont tellement ancrés dans nos mentalités qu'ils paraissent naturels. Et ces préjugés concernent principalement le corps des femmes. Ce corps peut être soit hyper valorisé et érotisé par la publicité, la mode, ou au contraire ignoré dans ses spécificités, méconnu et objet de pratiques brutales dans le cas de la médecine, on le verra tout à l'heure. Et dans tous les cas, ce corps demeure un objet de domination, soumis à un regard extérieur, celui de l'homme. Sa reconquête, donc sa réappropriation, est un enjeu de pouvoir et donc de liberté. Dans cette première table ronde, nous allons nous intéresser à l'apparence extérieure, à la beauté d'un visage ou d'un corps. J'insiste sur ces deux aspects. Cela pourrait sembler a priori un sujet futile. On se dit que c'est réservé aux journaux qu'on lit dans les salons d'attente des médecins ou des dentistes. Et pourtant, notre apparence peut décider ou décide souvent du cours de notre vie, de nos trajectoires, dès l'école, de nos trajectoires professionnelles, de nos trajectoires affectives. De la façon dont nous gérons cette réalité, qui a pris une place considérable dans les sociétés modernes, on le verra tout à l'heure, peut-être même à un niveau jamais vu dans l'histoire de l'humanité, avec notamment l'explosion des réseaux sociaux. Donc de cette manière dont nous arrivons à gérer cette réalité peut dépendre notre équilibre et notre bonheur. Pour parler de ce sujet, donc, nous avons le plaisir d'avoir ce soir, alors je vais commencer par le nouveau, Jean-François Amadieu. Vous êtes directeur de l'Observatoire des discriminations, professeur à l'Université de Paris 1, et vous êtes l'auteur de livres importants sur le sujet, Le poids des apparences, Beauté, amour et gloire, c'est presque le titre d'un feuilleton, d'un soap opéra brésilien, oui. C'était Amour, gloire et beauté, voilà, oui, en 2002. Et plus récemment, La société du paraître, Les beaux, les jeunes et les autres, 2016.
Nathalie Léger-Rochefort, qu'on a déjà présenté, mais que je représente pour ceux qui nous ont rejoints. Sexothérapeute, thérapeute de couple, vous exercez, je crois, à Paris, également dans le Midi. Nous avions déjà eu le plaisir de vous accueillir au premier festival de philosophie qui a eu lieu en mai dernier, consacré aux métamorphoses de l'amour. Et vous êtes également l'auteur du livre Plaisir, manuel pratique de sexe à l'usage de toutes les femmes. Je crois que l'important dans cette expression, c'est toutes. Les pratiques. Pratiques, pardon. Les pratiques. Non. Plaisir manuel pratique. Plaisir manuel pratique de sexe. À l'usage de femmes, de toutes les femmes. Et c'était en 2008. Et ce bouquin était vendu en deux avec une gynécologue américaine. Il était vendu avec un petit sextoy, un petit vibreur en 2008. Et donc, on a été waouh, ça a été un peu une petite révolution en France. Et c'était vraiment des adolescentes jusqu'à post-ménopausée. Oui. Alors, moi, je vais commencer par Jean-François Amadieu, nouveau venu. C'est à vous que je vais poser la première question. Dans vos deux ouvrages, vous avez exploré l'importance de l'apparence dans les trajectoires professionnelles et sociales, notamment fondées sur des études extrêmement sérieuse. J'aimerais que vous nous rendiez compte de vos travaux et comment cela se traduit très concrètement dans les recrutements des entreprises. Et j'aimerais que vous apportiez une réponse à une question supplémentaire, mais qui n'est pas subsidiaire. Les femmes sont-elles plus susceptibles que les hommes d'être affectées par cette tyrannie de l'apparence, notamment dans leur vie professionnelle? Je vais répondre déjà à la dernière question. La réponse est oui, c'est pour ça que je suis là. Et puis peut-être une précision, dans aucun des deux livres, je n'avais songé à mettre un petit cadeau ou un goodies comme tu l'as fait. Oui, mais j'aurais dû y penser, je ne sais pas pourquoi. Mais la prochaine fois, je demande à mon éditeur d'y songer. Je pense que ça va augmenter les ventes. Certainement les ventes. Cela dit, en 2002, je peux vous raconter une anecdote. Le sujet dont on parle, c'est-à-dire la tyrannie de la beauté, de la minceur, etc., n'intéressait pas les éditeurs. J'étais chez un autre éditeur, au Seuil, où j'avais publié un ouvrage qui marchait bien, mais pour eux, ce n'était pas un sujet pour Français, ça n'intéresserait pas. Ce n'était pas du tout évident, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il a fallu longtemps avant que ça vienne à l'agenda, que des ouvrages qu'on voit maintenant sur la grossophobie, sur d'autres, etc., apparaissent. Mais je vous assure qu'au début des années 2000, en France, je vais dire une énormité, mais vous y avez fait référence, c'était considéré comme un sujet pas sérieux de magazine féminin. Vous voyez ? C'est-à-dire, au fond, si on se préoccupe de l'apparence, de la beauté, pour montrer l'importance que ça a dans notre vie en général ou dans la vie sociale, au fond, ce n'est pas un sujet très sérieux, quoi. Ça n'a pas de noblesse comme sujet, ce n'est pas à l'agenda politique, ce n'est pas un sujet important, etc. Et justement, je vais vous l'expliquer, c'est très dommageable précisément pour les femmes, en ne voulant pas le voir, justement. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce que je raconte dans ces livres, mais c'est... peut-être je ne l'aborderai pas ici, sachez simplement que, au fond, depuis qu'un enfant est né jusqu'à la fin de sa vie, son apparence va susciter des moqueries, des inégalités, des discriminations, que ce soit son apparence physique, sa manière de s'habiller, et sa silhouette, etc. Tout ça va avoir des effets. Alors ça en a dans la vie politique. On élit des gens, plus ou moins, selon qu'ils sont grands, beaux, etc. Des décisions de justice. Bien sûr, quand on fait des études, on va y venir. Quand on travaille, je vais plutôt parler de ça aujourd'hui. Mais au fond, dans l'ensemble de la vie, en amour, dans les rencontres qu'on fait, bien sûr que l'apparence et la beauté, par exemple, tout ça compte. Mais je ne vous apprends rien. Et du coup, peut-être je vais mettre l'accent sur 2-3 aspects qui impactent plus particulièrement les femmes. La tyrannie de la minceur. On peut parler quand même de tyrannie de la minceur. Vous avez, surtout depuis quelque temps, la question du vieillissement et les stigmates du vieillissement dans l'apparence. Et puis, peut-être les questions aussi de vêture, de maquillage, des choses comme ça. Alors, je crois que je vais essayer de voir si ça marche.
Commençons par la minceur. Alors, je vais voir. Ah, voilà. Bon, je pense que vous aurez reconnu Ken et Barbie. Alors, vous savez que, du coup, évidemment, et je ne vous apprends rien, il suffit de regarder ce dans quoi vous avez baigné étant petite fille. Je serais bien curieux de savoir lesquels d'entre vous n'avaient pas une Barbie à la maison. Vous n'en aviez pas? Bon, bah écoutez, c'est bien. Moi non plus, j'en avais pas. Oui. Mais vous aviez d'autres jeux pour garçons qui sont tout aussi problématiques pour la suite. Mais au-delà de l'anecdote, quand vous regardez, là vous avez une idée du problème posé. Ça, ce sont des contes pour enfants. Vous voyez tout de suite déjà cette association entre la beauté et le statut social. Le prince et la princesse sont toujours beaux et ils sont ensemble. Ceux qui sont les serviteurs sont moins beaux et du coup, ils ne sont pas ensemble. Mais le prince et la princesse vont forcément se retrouver par une association très forte entre leur statut social et leur beauté et leur belle apparence. C'est quelque chose de très important. Et quand on parle du travail ensuite, de la vie en général, évidemment, cette association entre les deux est très, très importante. Et puis, le bien et le mal. Le beau est associé à toutes les qualités, c'est le beau et le bien. Et donc, une personne qui est belle, homme ou femme, a toutes les qualités. Enfin, une seule qualité que n'ont pas les beaux et les belles, vous savez laquelle? Ils ne sont pas fidèles. Non, c'est la fidélité. La modestie, même pas. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Et voyez le mal aussi. Quelqu'un qui est laid, c'est associé toujours à un personnage qui est méchant, qui est laid, etc. Et évidemment, on ne peut pas baigner dans ce monde-là sans qu'il en reste quelque chose à l'âge adulte. C'est facile à comprendre, même si vous n'avez plus, et personne ici n'a 5 ans ou 6 ans, par conséquent, vous ne croyez plus que les Barbies sont une silhouette normale, et tout le monde a oublié, et vous êtes passé à autre chose, heureusement. Mais c'est moins évident quand on est une petite fille. Donc ça, c'est des personnages Vous voyez aussi sur le handicap, dans mon dernier livre, j'en parle aussi, il y a la question du handicap, parce que le handicap est souvent visible. Petite expérience américaine, on fait jouer des petites filles de 5-6 ans avec ces 3 poupées. Vous voyez, une qui est plus ronde que les autres. Voilà, celle-ci, quand elle joue, elle trouve qu'elle est mince, mignonne, elle aide les autres, elle a les meilleures amies, elle est heureuse. Celle-ci, elle est ronde, elle est triste, elle n'a pas d'amis, elle est fatiguée, elle est malade, elle n'est pas belle et elle mange trop. Ça, c'est ce que les petites filles font en jouant, c'est comme ça qu'elles distribuent les rôles. Vous voyez quand même le florilège évidemment de défauts ou de qualités qui sont prêtés instantanément. Donc, ça, c'est évidemment, ça laisse des traces par la suite, d'autant plus qu'à l'adolescence, ou entre 18 et 25 ans, on va regarder les programmes télé de ce genre. Je ne vous ai pas mis ce qu'on trouve maintenant sur Instagram, toutes les influenceuses et tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ce serait évidemment la même chose, mais c'est assez évident. Alors maintenant, venons au recrutement. Ça, c'est le défenseur des droits en France, l'ombudsman, enfin pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc, il fait des enquêtes chaque année sur les discriminations. Là, il s'agit de gens on demande à ceux qui cherchent un emploi, on leur dit, vous avez été discriminé quand vous cherchez un emploi, ils disent, il y en a à peu près le quart qui disent oui. On leur demande sur quoi? Vous voyez, ils mettent en premier l'âge. Alors, dans l'âge, ça peut être parce qu'on est jeune, mais soyons réalistes, c'est bien le problème français. C'est surtout parce qu'on a plus de 40 ans, 50 ans, 55 ans, etc. Donc c'est l'âge, c'est le fait d'être âgé qui est un problème, évidemment. Ensuite, l'apparence, qui arrive en deuxième, et puis ensuite seulement les questions de l'origine. Mais l'apparence, bien sûr, c'est un élément tout à fait central de discrimination à l'embauche. Et puis, vous voyez ensuite être un homme ou une femme. Alors les deux, parce qu'à l'embauche, vous savez que les 3/4 des emplois sont soit occupés plutôt par des hommes, soit plutôt par des femmes. Donc c'est comme ça. Alors ici, je vous montre comme... Oui, je ne vais pas être trop long sur ça, mais c'est la tolérance, au fond, le fait qu'on trouve tout à fait acceptable. Vous voyez, par exemple, ici, de ne pas recruter quelqu'un qui ne serait pas attirant physiquement, qui serait trop gros. Ou alors ici, vous avez le maquillage. Tiens, c'est assez marrant, je vais reparler du maquillage après. Vous voyez que vous avez en fait plus de la moitié, 60% des hommes ou des femmes
60% des hommes ou des femmes trouvent qu'il est acceptable de ne pas recruter quelqu'un qui se maquille pas ou pas bien. Donc une femme, évidemment, parce que les hommes se maquillent assez peu. Donc, ça veut dire que les hommes, comme les femmes, c'est la première ligne, il n'y en a que 39%, 41% qui disent « bah non, peu importe comment une femme se maquille, on va quand même la recruter ». Ce n'est pas le point de vue majoritaire. Et donc, ainsi, vous voyez que sur l'apparence physique, on trouve tout à fait logique d'écarter des candidats parce qu'ils ont un tatouage ou ils sont mal habillés, etc. Alors ça, j'adore cette enquête du défenseur des droits, toujours le même. Elle est très récente, elle date de 2021. On demande à des jeunes de 18-34 ans en France, est-ce que vous avez déjà fait l'objet de questions un peu bizarres, disons des incitations à motifs discriminatoires dans un entretien d'embauche? Vous êtes dans un entretien d'embauche avec un employeur en face. Alors, cette enquête est assez incroyable. Je vous laisse la découvrir. En pourcentage, vous avez 18% des 18%. Là, en l'occurrence, des jeunes. Il n'y a pas la distinction hommes et femmes. Mais premier point, 18%, on leur a demandé de changer leur coiffure, leur maquillage, la barbe ou l'épilation. La barbe, vraisemblablement des hommes étaient concernés. Mais pour le reste, je pense qu'il s'agit très largement de femmes à qui on a dit qu'il fallait changer un de ces points. OK ? 18%. 11% différer ou renoncer à une grossesse, une maternité. 11% retirer les signes religieux. Ce n'est pas les hommes à qui on demande, je vous le fais remarquer, de retirer les signes religieux. C'est évidemment des voiles dans le cas français. C'est évident. Mais mettons ça de côté. Porter des tenues plus sobres. Là aussi, c'est évidemment des femmes qui sont concernées par ce point. Ensuite, vous avez perdre ou prendre du poids. C'est les femmes qui sont concernées, car j'y viendrai après. Le sujet numéro 1 pour les femmes en matière d'apparence en France, c'est le surpoids et l'obésité. C'est sur ça qu'elles sont moquées, c'est sur ça qu'elles sont discriminées, c'est sur ça qu'au travail, c'est dramatique. Plus que les hommes. Bien sûr, les hommes, c'est la taille, la petite taille. Voilà. Pour les hommes, c'est la petite taille. Mais il y a une tolérance du surpoids ou de l'obésité chez les hommes. Un homme peut être gros, c'est assez peu un problème en réalité, très peu. Pour les femmes au travail, c'est tout à fait dramatique. Et ça, le défenseur des droits l'a étudié en détail, on en est sûr. Donc, perdre du poids, en général, c'est plutôt en perdre. Porter des tenues plus sexy. Là, nous y venons. Ce n'est pas à des hommes qu'on va demander de porter des tenues plus sexy. Semblablement, oui, ça viendra sûrement à la faveur de l'égalité, mais là, pour le moment, vous voyez à qui ça s'adresse. Et enfin, dernier point, ça s'adresse aussi à des femmes, vous l'avez compris, répondre à des avances sexuelles. 6% dans un entretien d'embauche. J'avais fait en 2003, fait faire par la Sofres un sondage d'ailleurs, bon, je vais terminer rapidement, où je demandais simplement si une femme devait céder à des avances sexuelles pour faire carrière. Et il y avait un pourcentage de Français qui disaient bah oui, forcément, etc. Mais peu importe, vous voyez que c'est quand même assez actuel, voilà la difficulté. Ici, c'est qui la plus compétente? Celle de droite, parce qu'elle est maquillée. Moi, j'ai fait des études en France, il y en a aux États-Unis. Tout le monde le sait. Une femme maquillée, elle a l'air compétente. C'est surréaliste. Elle a l'air compétente et c'est pour ça qu'elle sera recrutée. Non, mais vous rendez compte quand même de la gravité de ce simple constat. Voilà. Vous portez un décolleté à droite, vous avez plus de chances d'être recruté. Vous êtes mignonne, d'ailleurs assez dévêtue en haut, vous avez plus de chances que si vous êtes en surpoids à gauche. D'accord ? Voilà, ça c'est les réseaux sociaux. Voilà. Et puis ça, on en parlera après. Les réseaux sociaux, c'est pas mieux. Hein. Quand vous allez sur LinkedIn, voilà. Bon. Justement, avant de donner la parole à Nathalie, j'ai une petite question. Ça fait un certain temps que vous avez étudié le poids des apparences dans la vie sociale et notamment dans le monde du travail. Votre premier livre que j'ai cité date d'il y a plus de 20 ans. Est-ce que vous avez noté une évolution depuis 20 ans et quel rôle, vous avez parlé des réseaux sociaux, quel rôle les réseaux jouent-ils
dans l'exaspération ou la radicalisation de la tyrannie de l'apparence. Est-ce qu'ici joue un rôle? Ouais. Alors, premier point, mais tout le monde le sait, hein, depuis que les réseaux sociaux existent, Internet, etc., l'essentiel du trafic, c'est les images, des vidéos et surtout les images. Tout le monde sait que c'est... J'avais même un chapitre qui s'appelle « La tyrannie du like ». Parce que bon, tout le monde sait que c'est important. Donc ça a eu des effets très importants, bien sûr, pour accélérer les phénomènes dont on parle. Si on compare 2002 à 2022, évidemment, les réseaux sociaux n'ont fait qu'aggraver le problème dont on est en train de parler. Par exemple, le recrutement. Aujourd'hui, bah oui, vous trouvez des photos des gens partout. Les employeurs vont sur Google. Aux États-Unis, on n'a pas le droit de mettre une photo sur un CV. Ça ne se fait pas aux États-Unis. Mais les employeurs s'en foutent. Ils vont sur Google et ils voient tout de suite les photos, ou ils vont sur LinkedIn et ils voient tout de suite les photos. Donc, en fait, ça a accéléré tout ça. Et puis, Nathalie pourrait sûrement en parler mieux que moi. On peut dire que les gens qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, qui sont très actifs sur ces réseaux sociaux, ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Ça n'améliore pas l'estime de leur corps. Et vous savez que c'est un problème, bien sûr, surtout chez les plus jeunes. Les gens ne s'aiment pas, ne s'estiment pas. Et ce n'est pas en regardant les réseaux sociaux et en voyant des personnes inatteignables sur les réseaux sociaux que ça va s'arranger. Juste quand même pour que vous voyez, je l'ai peut-être mis ici, mais je vais vous le montrer. Je ne sais pas si je l'ai ici. Ah non, je ne l'ai pas mis, zut. Ah si, je dois l'avoir ici. Ah non. Je suis désolé, je pensais avoir mis des chiffres pour vous expliquer ça. En fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que les gens que vous voyez sont de plus en plus inatteignables. Parce que les Jenner, les Kardashian, tous les autres, etc., sont des gens qui sont bien sûr refaits, qui ont fait de la chirurgie esthétique. Les gens ce ne sont pas des femmes au naturel, c'est impossible. Et en fait, ce qui s'est passé au fil des années, quand on compare 2002 à 2022, c'est que si vous voulez, l'indice de masse corporelle préféré en Europe des hommes et des femmes, des jeunes, cet indice de masse corporelle, vous voyez ce que c'est l'indice de masse corporelle, ok, en France, il est 18,4. Ça veut dire que... C'est le rapport du poids et de la taille. Oui, enfin, à peu près. 18,4, c'est la limite de la maigreur excessive. Les mannequins dans les défilés font du 15. Mais quand vous êtes à ces niveaux-là, si vous voulez, vous devez avoir donc un indice de masse corporelle toujours plus bas, il n'a cessé de baisser, et dans le même temps, il faut des fesses et des seins. Donc, et une taille hyper fine. Alors, si vous voulez, vous comprenez qu'un un rapport taille-hanche extraordinaire, des seins extraordinaires, de grosses fesses, et puis un IMC bas, je ne sais pas, dans la réalité, si une femme peut, à l'état naturel, exister en ayant ces caractéristiques. En fait, elle ne peut pas exister. Donc, évidemment, mécaniquement, ce qu'on observe, c'est qu'il est devenu, du coup, quasiment inévitable que la chirurgie esthétique prospère dans beaucoup de pays. Justement, ça fait une bonne transition avec Nathalie, non pas que Nathalie soit chirurgien esthétique, mais justement, on va parler maintenant des corps, et pas simplement des apparences globales. Vous êtes donc psychothérapeute depuis plus de 15 ans. Vous avez vu, je pense, des dizaines, peut-être même des centaines de personnes, seules ou en couple, qui venaient vous voir pour exposer leur mal-être, leur frustration, leurs insatisfactions, leurs souffrances. Et est-ce que ces insatisfactions, ces frustrations, ces souffrances étaient liées à leur manière de se percevoir, notamment par rapport à des modèles physiques de perfection propagés par la presse, la publicité, le cinéma, peut-être les réseaux sociaux, et qui sont, comme l'a dit Jean-François, inatteignables. Et j'aimerais, et là, je ne sais pas s'il y a des enfants dans le public, mais j'aimerais que vous parliez aussi du rôle de l'explosion de la pornographie, accessible à tous, y compris à des jeunes, à des adolescents. Quand on était adolescent, quand on allait acheter Playboy, c'était difficile. Maintenant, à quelques années, sur son téléphone, on peut accéder à des sites pornographiques. Et en quoi aussi ce cinéma pornographique, qui s'est démocratisé, peut jouer un rôle dans les pathologies que vous avez à traiter? Oui, puisque ce que j'ai remarqué depuis ces dernières années, c'est que j'ai de plus en plus de jeunes
qui viennent me voir et qui ne sont pas satisfaits de leur intimité, c'est-à-dire la taille du sexe pour les hommes, les jeunes hommes, n'est pas satisfaisante et ils se comparent et ils la mesurent, ils le disent, et alors qu'ils se comparent, ils ont des étalons de mesure qui sont dans le porno. Et donc, du coup, il y a une insatisfaction permanente et ils ne se comparent plus entre eux, mais ils se comparent à des standards, des diktats, où on rentre dans une surenchère presque pour être plus grand, et surtout ça crée de l'insécurité, encore plus d'insécurité chez soi. Et puis chez les jeunes femmes, c'est du coup la taille de mes lèvres externes, elle est trop grande, elle est pas bien formée. Donc, on rentre dans une anormalité. Elles viennent me voir et disent, mais moi, je pense que je suis anormale, quoi. J'ai de grosses lèvres génitales externes, et alors que normalement, ça devrait être tout petit, ça devrait être en forme d'abricot, et elles ont un regard sur elles qui est polissé, lissé, où elles se font aussi refaire les seins, parce qu'il faut se refaire les seins, qui est assez hallucinant. Et ça, c'est vraiment du côté du porno, parce qu'il y a des canons, on a les modèles avant sur le catwalk, et maintenant, on a les modèles de la foufoune. Je dis la foufoune parce que c'est un livre qui vient de sortir, qui s'appelle les guides de la foufoune, et donc des modèles de sexe féminin dans lesquels les jeunes filles devraient ressembler et avoir un sexe pubère. Il n'y a plus du tout de poils. Donc voilà. Et ce que j'entends aussi, ce que j'ai entendu, ce qui était assez hallucinant, c'est des présentateurs à la radio qui disaient non, mais le poil, c'est dégueulasse. Dixit, Fun Radio, Sébastien Coé d'ailleurs. Et les femmes qui ont des règles, non mais c'est dégueulasse de faire l'amour avec, et de rentrer dans des jugements avec des présentateurs de radio qui posent leur voix et qui sont écoutés et entendus comme avec des principes qui sont pas de poils. Une femme qui a ses règles ne doit pas faire l'amour parce que c'est dégoûtant, c'est dégueulasse d'ailleurs. Et donc ça, c'est vraiment des messages qui sont à contrebalancer, parce que ça fait énormément de mal. Moi, mes enfants sont venus me voir en me disant, mais maman, je me souviens de conversations qu'on avait eues, mais maman, si jamais il y a quelque chose qui se passe et que ma copine a ses règles, moi, je vais avoir mal, me disait mon fils. Il avait 16 ans. Je lui dis, mais comment ça, tu vas avoir mal? Ben oui, mon sexe, il va saigner. J'ai dit, non, ton sexe ne va pas saigner, il va y avoir du sang dessus. C'est le sang des règles, ça fait partie de la nidification. Et donc, il a compris que, en fait, ça ne faisait pas mal. Mais des messages comme celui de cet animateur de radio sont vraiment négatifs, quoi. Même question qu'à Jean-François, est-ce que vous avez noté dans votre pratique depuis 15 ans, donc vous l'avez déjà dit, la montée d'un modèle physique lié à la pornographie intime. Est-ce que vous avez noté d'autres évolutions, et notamment, est-ce qu'il y a noté des souffrances et des frustrations qui sont spécifiques à vos patientes, c'est-à-dire à votre clientèle féminine, par rapport à votre clientèle masculine, ou lié à la perception de son propre corps? Tout est sujet à... le corps de la femme se modifie encore plus, je dirais, que le corps de l'homme, dans le sens où, quand on allaite, par exemple, eh bien, la poitrine change, et que, par exemple, des docteurs viennent et nous disent, nous, en tant que femmes, vous ne devez pas allaiter, vous allez arrêter que pendant 5 mois, parce qu'autrement, vous allez avoir une poitrine en gants de toilette. Gants de toilette, quoi. Donc, et puis, il ne faut surtout pas trop grossir. Et ça, je l'ai vu en France, parce que j'étais aussi en Angleterre. Et en Angleterre, quand une femme est enceinte, on lui fout la paix. Elle peut prendre du poids, tout le monde s'en fout. Les docteurs s'en fichent du moment qu'elle est en bonne santé. Elle allaite.
et c'est OK, et on lui fiche la paix avec ses seins. Et moi, ce que j'ai trouvé ici, c'était en France, c'est qu'il y a un critère de l'esthétique qui est plus présent que, par exemple, en Angleterre. Et les femmes qui arrivent, eh bien, dans mes stages, puisque je fais aussi des stages, j'anime aussi des stages pour les femmes de tantra, eh bien, c'est un travail sur le corps et l'acceptation de soi, de se mettre à nu et de se regarder comme quand on vient au monde. Je veux dire, le bébé qui vient au monde, on est tout nu, quoi. Et on ne se pose pas de questions jusqu'à ce que quelqu'un vous dise « Ah non, mais tu n'iras plus courir les fesses à l'air parce que ça ne se fait pas ». Et donc, brusquement, on intègre des interdits et donc on intègre des endroits de notre corps qui n'est pas satisfaisant ou qui ne convient pas. Et donc, la déconstruction, c'est d'accepter que eh bien, le bout de mon pied, ou mon genou, ou mon clitoris, ou mes seins, ou mes yeux, ou ma tête, mes cheveux, ont tout autant la même valeur, ils sont exactement sur la même échelle de valeur. Ça, c'est ce que une des pratiques tantriques qu'on vous apprend, c'est que le corps est considéré dans une globalité et qu'il n'y a pas de partie honteuse. Et donc, ça déconstruit de cette façon et ça, on apprend, en tout cas les femmes et les hommes aussi, apprennent à accepter leur corps et que tout est sur un même niveau. Donc, je n'ai pas de partie qui soit basse et d'autres qui sont nobles. Par exemple, la tête est noble. Non, ou je pense et je suis intelligent, donc c'est noble, alors que le corps, le sexe serait moins noble. Non, tout est mis au même niveau. Et ça, je trouve ça très... ça fait du bien, quoi. Eh ben, vous avez déjà répondu à une question que je souhaitais vous poser, enfin, je souhaitais vous poser à vous deux, collectivement, puisque là, on est dans un constat, en gros, ça touche à la fois les hommes et les femmes, et davantage les femmes que les hommes, même si, il me semble-t-il, depuis plus de une vingtaine d'années, une trentaine d'années, il y a aussi une certaine érotisation du corps de l'homme, notamment dans la publicité, mais qui n'a peut-être pas le même sens, ni le même effet. Je voulais dire, quand on est dans les combats féministes du passé, ou encore du présent, il y a le constat d'une inégalité, d'une discrimination, d'une faille, qui peut trouver une résolution par le changement du droit ou de la loi. Il y a eu le combat pour le droit de vote, il y a eu le combat pour l'égalité civile, il y a eu le combat pour la légalisation de la contraception et de l'IVG, il y a même eu un combat pour la parité. Et tout ça a donné lieu à des changements, en tout cas en France, dans la loi, voire dans la Constitution. Sur le poids des apparences, sur la prégnance des modèles physiques auxquels les femmes doivent essayer de ressembler, quelquefois au prix de leur santé ou de leur équilibre. Même quelquefois, on n'en a pas parlé, mais avec des effets sur la santé, je pense notamment à la boulimie ou à l'anorexie, avec des alternances très dommageables pour essayer de répondre à la dictature de la minceur. Donc là, on se dit que le rôle de la loi et du droit semble à première vue très réduit. C'est plutôt des modèles qu'il faut essayer de déconstruire, de détruire ou de relativiser ou de mettre à distance. Ça, vous en avez parlé. Alors peut-être qu'on va commencer par l'aspect légal. Est-ce qu'il y a malgré tout des éléments qui permettent, dans notre droit, d'essayer de limiter le poids de ces modèles, leur prégnance dans la vie sociale? Est-ce que la loi peut poursuivre des discriminations liées à l'apparence? Oui, alors déjà plusieurs points. Ici en Grèce, j'ai regardé, dans le droit de la discrimination, sauf si je me suis trompé, mais je n'ai pas vu l'apparence physique. D'ailleurs, à l'échelle internationale, en dehors de la France et de la Belgique, je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays qui l'aient prévu. Alors aux États-Unis, il y a certains États américains maintenant qui ont introduit la taille et le poids, parce que c'est les deux sujets principaux. Je viens beaucoup de parler de surpoids, d'obésité, par exemple. Ça, c'est vrai que c'est important. Les femmes en sont beaucoup victimes. Donc la France, effectivement, offre cet exemple. Mais alors, évidemment, entre le fait que ce soit dans la loi et le fait que ça ait des résultats, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais déjà, la première étape, c'est que ce soit dans la loi. Parce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, très, très souvent, des employeurs virer telle femme parce que, je ne sais pas, elle a pris du poids et elle ne peut plus travailler dans une pizzeria, ou etc. Et un employeur américain n'a aucun problème à le faire. En France, ce serait quand même plus compliqué. Mais donc, on a un droit déjà. Puis, vous avez mentionné
l'anorexie ou des choses comme ça. Tiens, un exemple que je voulais vous montrer, je ne sais pas si je pourrais le faire passer ici. Je vois que ça ne marche pas, ça ne s'affiche pas. Je voulais vous prendre un exemple, mais peu importe. Vous prenez les défilés de mode, les mannequins. En France, on impose une visite médicale et donc il y a certains pays qui ont essayé d'intervenir. Ça, c'est un autre exemple. Mais on peut légiférer. Vous savez que je viens de voir qu'il y a des agences de mannequins qui sont allées en Suède à la sortie de l'hôpital pour chercher des femmes qui sont en soins pour anorexie, pour essayer de les recruter comme top modèle. Je viens de voir ça. Donc, si vous voulez, à un moment, je ne comprends même pas, pour tout vous dire, comment on peut continuer à accepter que les Fashion Week, les 4 grands Fashion Week, j'ai regardé comment c'était ici à Athènes, c'est moins grave. Mais dans les grandes Fashion Week, Paris, Londres, New York, Milan, c'est des IMC en général inadmissibles. Toutes ces filles sont anorexiques. D'ailleurs, elles l'écrivent, elles le disent. Elles sont obligées à des régimes draconiens. C'est incompréhensible. Il n'y a pas une seule de ces mannequins qui ait plus de 25 ans. On se demande pourquoi. Et de temps en temps, à hauteur d'à peu près 1%, on prend une senior pour faire comme si on diversifiait. Donc, de temps en temps, la caution avec une senior, une en surpoids aussi, pour faire bien. En réalité, toutes les autres sont sur le même modèle. Mais que ça puisse être accepté, ça, c'est quand même assez fascinant de le voir. Et donc, on peut légiférer. Autre exemple, ça, c'est la télévision. Vous savez qu'en France, je ne pense pas là aussi que ce soit le cas en Grèce, mais en France, la loi oblige la télévision à refléter la diversité de la société française. C'est dans la loi. Et du coup, on fait des statistiques en France pour savoir s'il y a des Noirs, des Blancs, des hommes, des femmes à la télévision. Mais jamais sur est-ce qu'il y a, par exemple, des femmes ou des hommes obèses, en surpoids, etc. Ils ne veulent pas le faire. Or, aux États-Unis, comme en France, moi je l'ai fait en France, ça c'est mes chiffres en France, je l'ai fait dans les mêmes conditions que les autres. Et aux États-Unis, on l'a fait aussi. Il n'y a jamais, comme vous le voyez sur le tableau, il y a 2%, enfin il y a 3%. Les obèses, c'est 18% de la population en France. Ça doit être davantage, je pense d'ailleurs en Grèce, un peu plus. Mais c'est plus, je crois que vous êtes à 25% en Grèce, nous 18% de personnes obèses, hommes et femmes. À la télévision, je suis sûr que si on le faisait ici, on observerait la même chose. Ça doit être 2 ou 3%, comme aux États-Unis. Ça n'est pas une situation normale. On ne peut pas changer les esprits. Or, ça, c'est déjà dans la loi. Oui, si on appliquait la loi en France, qui existe sur la nécessité de refléter la société française, il y aurait des hommes et des femmes âgés à la télé. Au lieu de virer les anciennes journalistes, on les garderait. Et donc, il y aurait des femmes seniors, donc il y aurait des femmes en surpoids et obèses, mais on n'applique pas la loi alors qu'elle existe. Donc, déjà, s'il y a la loi, c'est pas mal. Enfin, dernier point, et j'arrête. Ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple l'anonymat des CV ou par exemple interdire les photos. Il est incroyable qu'en France, on trouve normal de recruter avec les photos sur un curriculum vitae pour des postes de cadre ou même de non-cadre. Mais vous voyez, c'est juste une blague. D'ailleurs, il y a une tolérance incroyable à cette pratique, donc ça devrait être beaucoup plus clairement interdit. Ça devrait être interdit parce que c'est injustifiable. Surtout en France, parce que comme en France, on n'a pas le droit de choisir quelqu'un en fonction de son physique, c'est interdit dans notre loi. Évidemment, la photo est du coup incroyablement anormale. Du coup, on regarde si une femme est maquillée, et comme elle est maquillée, elle est plus compétente, donc on va la prendre. Il y a aussi, je crois que c'était un des aspects du combat féministe en France, c'était la réglementation de la publicité. Moi, je suis suffisamment âgé pour me souvenir de la fameuse publicité de 1982. Demain, j'enlève le haut, demain, j'enlève le bas. Bon, je ne vais pas répéter, on n'a pas le temps de en parler. Bon, si, c'était une jeune femme en maillot de bain de pièces, jeune femme souriante, avenante, et qui disait « Demain, j'enlève le haut ». Bon, le lendemain, on passe, elle était toujours là, elle n'avait pas le haut. Le surlendemain, elle avait enlevé le haut, on voyait sa poitrine. Et elle disait « Demain, j'enlève le bas ». Alors, on se disait un peu surpris, comment ils vont-ils oser? Bon, le lendemain, il n'y avait rien. Le surlendemain, elle avait vraiment enlevé le bas, mais elle était de dos. Donc, on voyait ses fesses. Voilà. Et le slogan, c'était « L'agence X Tartampion, l'agence qui tient ses promesses ». Voilà.
ça avait suscité un vrai scandale chez les féministes français. Notamment, je me souviens de Gisèle Halimi, grande combattante féministe qui est morte il y a quelques années, et qui était députée du Parti socialiste. Elle avait été élue en 1981, et elle avait déposé une proposition de loi interdisant l'utilisation du corps de la femme dans la publicité. Ça s'est pas passé, et je me souviens des commentaires goguenards des journalistes hommes disant « Bon, écoutez, c'est pas méchant, c'est joli, elle est sympa, cette fille, on aime bien voir. » Bon, voilà. Et elle se heurtait, et on lui faisait un procès en puritanisme. Voilà. Et elle avait beau se défendre, elle n'était pas écoutée. Et je crois qu'il y a peut-être aussi quelque chose, parce que le corps de la femme est utilisé très souvent, un corps érotisé, dans des publicités qui n'ont absolument rien à voir avec des produits, on va dire, liés au corps. Voilà. Oui, vous avez raison. Alors, à ce propos, en parlant de réaction, vous voyez le visuel ici de Dove, c'est une vieille campagne de Dove. Et j'étais dans un jury d'une association de femmes qui remettait un prix de la publicité la plus en faveur des femmes, voilà, féministes, etc. Et donc, on regarde les visuels publicitaires. Et moi, à ce moment-là, passe ce visuel de Dove. Bon. Je trouve que moi, j'ai travaillé un peu sur des campagnes de Dove, d'ailleurs, plus récentes. Et celle-là, et c'est intéressant parce qu'elle ne voulait pas que cette publicité ait un prix, parce qu'elle trouvait qu'il y avait des femmes qui étaient nues. Enfin, elles ne sont pas nues, elles sont sous-vêtements, mais on utilisait le corps des femmes. Bon, ça reste quand même des produits pour la peau, enfin pour le corps, c'est des lotions. Et c'était oublié que moi, j'adore ce genre de visuel. C'était il y a pas mal d'années. Pourquoi ? Parce que c'est la girl next door. Vous voyez ? Moi, pour ce qui me concerne, sûrement plusieurs conceptions des choses, mais je trouve que c'est au contraire un bon message. Moi, j'aimais bien cette campagne. D'ailleurs, bon, on a discuté, mais elle trouvait que c'était quand même des corps. Bon. Mais par rapport à ça, je ne trouve pas ça spécialement dégradant pour les femmes en question. Et pour le coup, je trouve que justement, vous voyez, parce que c'est girl next door, voilà, c'est ça la bonne notion. Et je trouve que ça, c'est très important. Et j'adore toutes les campagnes. Il y en a maintenant de plus en plus comme ça. Elles sont vraiment bien faites. C'est pour ça que je vous les ai mises ici. Regardez. La réglementation de la publicité n'est pas un scandale, puisqu'on a interdit toute publicité pour les cigarettes. Et on ne peut même plus faire apparaître. Une cigarette. La pipe de Jacques Tati dans Mon oncle a été supprimée. Donc on a considéré qu'il y avait des préoccupations de santé publique qui pouvaient justifier cette limitation de la liberté d'expression. Ce qu'on a fait, c'est déjà d'obliger à faire figurer la mention photo retouchée. D'accord. On est légiféré. Par contre, on n'a pas interdit, il n'y a pas d'interdiction de retoucher des photos, ou ça, on peut le faire. Donc ça, c'est pas prohibé. Voilà. Alors, Nathalie, vous avez en fait déjà répondu, parce que j'allais vous poser une question sur les thérapies ou les conseils que vous donnez à vos patients pour essayer d'échapper à l'emprise des modèles physiques auxquels ils s'épuisent de ressembler. Le travail, ça peut être aussi, ce qu'on peut conseiller, c'est de se mettre devant une glace, devant un miroir, et de se déshabiller et d'aller regarder son corps en conscience. C'est-à-dire son corps nu, aller le regarder comme si vous le regardiez, comme un enfant regarde ses mains. Moi, je me souviens de mon fils, il était sur sa chaise haute et il regardait ses mains pendant 10 minutes. Et il était absorbé par la contemplation de ses mains. Donc, c'est cet exercice de pleine conscience qui est d'aller se regarder de haut en bas avec de l'observation, mais pas de jugement. L'observation, c'est j'ai des cheveux mi-longs qui arrivent jusqu'ici. Mes cheveux sont moches, ils sont pas assez bien coupés. C'est du jugement. Donc, d'aller faire attention, d'aller mettre de côté ces parties critiques qui sont intérieures pour aller rester avec qui je suis, parce que de toute façon, notre corps va rester avec nous jusqu'à ce qu'on meure. Donc, autant qu'on soit sympa avec lui et qu'il soit sympa avec nous le plus longtemps possible. Donc, rentrer dans cette acceptation. De même qu'en sexothérapie, aller observer son sexe avec un miroir, parce que c'est aussi à l'intérieur, est une étape essentielle pour se donner à voir et à s'approprier l'espace de sa sexualité et de son sexe, et de créer un rapport avec soi. Parce que ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas nommé, n'existe pas.
Et ce qui n'existe pas, du coup, eh bien, on peut rentrer dans toutes sortes de fantaisies, de fantasmes sur ce qui est bien, pas bien jugé. Et donc, se rencontrer, parce que c'est aussi un des objectifs des stages de Tantra, en tout cas Tantra Femme, c'est de pouvoir se rencontrer dans sa vérité comme quand on était, qu'on vient de naître, qu'on est un enfant et qui n'a pas de regard de la société sur nous et que la nudité est juste naturelle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une éducation à faire? Parce que je pense à ce que vous avez fait ce matin au lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, Oui. devant des collégiens. Est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire sur, alors j'ai employé une expression qui va peut-être choquer, le bon usage de la pornographie? Oui, tout à fait. Et juste, je voulais compléter avant ce que je voulais dire, c'est que maintenant, il y a un mouvement du body positif qui est super parce que c'est inclusif et qui se montre avec, parce que faisait Expliquez ce que c'est, parce que ce n'est pas une expression très française, mais... Un body positif, il y a 2 mots. Il y a body qui est corps et positif qui est en fait, plutôt que donner du body négatif qui va critiquer ce avec quoi nous sommes, eh bien, c'est au contraire mettre en avant son corps et être fier, si on peut, parce que ça, c'est une autre étape, mais au moins accepter qu'il fasse partie de nous. Donc voilà, là, par exemple, il y a d'autres modèles ou d'autres personnes qui peuvent être l'égérie. Là, c'est Tess Holliday. Par exemple, vous connaissez peut-être la chanteuse qui fait Heavy Cross, Beth Ditto, qui est... oui, Beth Ditto. Beth Ditto, elle est géniale. Elle est plus grosse que... plus enveloppée en tout cas que Tess Holliday. Elle a une voix de folie et elle porte toujours des vêtements qui sont hyper serrés et il y a les bourrelets et elle s'en fout et elle s'en fiche et ça fait un bien fou de la voir et elle a une pêche extraordinaire et ce sont des modèles comme ça qui sont absolument essentiels. Donc, pour revenir à votre question de ce matin, j'étais dans donc, la classe de 3e sur une éducation à la sexualité et aussi une sensibilisation au porno. Parce que, en tout cas, je n'ai pas fait, et je n'y crois pas, je n'ai pas fait l'épouvantail du porno pour nos enfants. J'ai plutôt fait, voilà, le porno est là, il est présent. Vos enfants ont tous, pratiquement en 3e, ils avaient tous des téléphones portables et ils avaient tous Internet sur le téléphone portable. Donc, a priori, vous pouvez vous dire que vos enfants auront vu du porno. Et que s'imaginer qu'ils sont protégés, c'est une illusion. Donc, il faut faire avec ce constat. Qu'est-ce que vous faites de ce constat? Allez leur interdire ce qu'ils vont rechercher, c'est de la connaissance. Ils l'ont dit d'ailleurs, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas ce que c'est, comment faire. Et donc, les enfants, ils sont curieux, quoi. Les adolescents sont curieux, ils veulent voir des pratiques. Et donc, c'est leur donner des bonnes pratiques et des alternatives. Il y a des pornos qui sont chouettes. Chouettes, je veux dire, qui sont faits par des femmes féministes, avec des scénarios, avec des femmes qui décident, qui agissent, qui ont une voix, qui ne sont pas secouées comme des pruniers et avec une mécanique ou un scénario qui est déjà écrit à l'avance. Et donc, il y a des alternatives. Par exemple, Erika Lust fait travailler des hommes et des femmes qui ont des sexes qui ne sont pas surdimensionnés, qui n'ont pas de silicone dans la poitrine, parfois qui ont des petits seins, qui ont plein de tatouages, qui sont complètement inclusives dans ce qu'elles présentent, dans les sexes, les tailles, etc. Donc moi, je dis que le porno n'est pas la bête à abattre, mais qu'il faut l'apprivoiser. Je crois que c'est Monsieur l'ambassadeur qui disait une éducation au porno. Ça peut sembler complètement hérétique en quelque sorte, mais non, il y a besoin de faire avec ce qu'on a et d'être et de dire ok, vous l'avez, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez y chercher? Eh bien, ils vont y chercher de quoi apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous en tant que parents? Eh bien, il faut leur donner des outils pour apprendre. Donc, vous avez par exemple, climax.how, climax.how, qui est une alternative de vidéos qui sont très ultra pratiques, des petites pastilles qui sont filmées avec de l'information pédagogique
Mais une vulve, elle est, donc le corps est filmé de là à là, et on voit la main qui caresse la vulve avec la caméra qui est proche, et donc c'est très graphique. Pourquoi c'est très graphique? Parce que un peu les BD même ou les livres, ils s'en foutent un peu, nos enfants. Ils veulent voir. Donc c'est nécessaire de fonctionner avec les nouveaux codes, sauf qu'il c'est nécessaire de leur fournir des alternatives. Et puis vous avez par exemple des séries comme Sex Education sur Netflix. Ce sont de super outils pour qu'ils apprennent une inclusivité de corps, de pratiques, de genre, que ça soit pas qu'hétérosexuel. Et donc, c'est ce qui arrive petit à petit dans le courant des films qui arrivent sur le marché. Et puis surtout, parler à vos enfants en lui demandant est-ce que c'est par accident, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui se passe, plutôt que d'essayer de corriger, de punir et d'être dans un esprit coercitif, parce que la transgression, parce que la punition amène à la transgression. Et que de toute façon, ils vont avoir les codes, ils vont y aller, ils vont piquer sur le truc, et puis ça fait partie de la communauté. Donc c'est faire avec, mais différemment. Et puis peut-être légiférer aussi sur les femmes en particulier qui sont dans cette industrie et qui sont exploitées et moins payées que les hommes, et qui ont aussi, parfois il y a des travailleuses du sexe qui sont contentes de ce qu'elles font, puisque je connais des travailleurs et des travailleuses du porno, mais il y en a d'autres, c'est vraiment de l'exploitation. Et c'est plutôt là où il pourrait y avoir de la législation, je dirais. Alors je crois qu'on arrive presque à la limite du temps qu'on devait consacrer à ce sujet.